bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag. D'habitude, dans ce journal, on vous montre le meilleur de ce qui se passe ici, là-bas, de ce qui fait l'actu art, spectacle. Mais aujourd'hui, on voulait s'arrêter et se poser une question assez simple. En Israël, à quoi sert le ministre de la Culture? Il y a un peu plus de 2 semaines, Benjamin Netanyahou a constitué son gouvernement. Et dans son jeu touffu d'influence, d'arrangement, d'assemblage, on s'est demandé ce qu'il y allait d'avoir de bon pour les arts et les spectacles. En Israël, le nom de Ayelet Shaked était favori pour le poste de ministre de la Culture. La jeune femme, laïque parmi les religieux, a finalement décroché la justice. Et c'est Miri Regev, ex-porte-parole de l'armée israélienne, qui a déboulé au poste de ministre de la Culture. Alors avec nos 2 invités, nous nous demanderons à quoi elle va bien servir dans un gouvernement qui accorde 0,01% de son budget à la culture. À quoi ont servi les autres ministres de la Culture depuis 1948? Qui finance en Israël les grandes institutions culturelles? Et enfin, dans un pays régulièrement attaqué et boycotté, est-ce que la culture serait une sorte de sous-délégation des affaires étrangères en charge de la défense des intérêts israéliens à l'intérieur et à l'extérieur du pays? Voilà pour le sommaire de cette émission. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Dror Even-Sapir, merci d'apporter vos lumières. Vous êtes analyste politique chez nous sur i24 News. Et merci à vous, Benny Ziffer, d'être là. Vous êtes un écrivain, vous êtes un éditorialiste et vous êtes responsable des pages livres dans le quotidien Haaretz. Et cette émission, elle est un petit peu liée grâce à vous ou à cause de vous, parce que vous, homme de gauche, dans un journal de gauche, il y a à peu près une semaine, vous avez défendu la nouvelle ministre Miri Regev, likoudnik. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui n'allait plus dans le royaume des idées reçues, des idées toutes faites. Voilà, donc ce qui m'a vraiment énervé dans tout ce qui s'est passé autour de Miri Regev, c'est l'opposition automatique de la gauche contre elle. Donc, et c'est ce dogmatisme, parce que Miri Regev est de droite et parce qu'elle est sans doute marocaine, d'origine marocaine. C'est encore voilà, je crois que tout cela a fait qu'automatiquement, elle a été dénoncée comme une barbare, comme une personne qui n'a rien à faire avec la culture, tandis que, disons, s'il y avait des modèles vraiment, des André Malraux en Israël avant elle, on pourrait dire que, bien, elle ne fait pas bien dans ce poste-là, mais quand on regarde l'histoire de ce ministère, il n'y avait personne de très... de grand niveau. On va justement en parler. Dror, vous nous signaliez tout à l'heure qu'elle était quand même responsable de la censure, elle a été porte-parole de l'armée, donc peut-être que ceci peut expliquer cela. Dror, est-ce qu'un gouvernement qui accorde 0,01% de son budget à la culture, est-ce que c'est un gouvernement qui met en avant justement son rayonnement culturel dans le pays? Non, mais ce qui est remarquable, Valérie, c'est que malgré donc cette part infime du budget national consacré à la culture, eh bien, le rayonnement culturel d'Israël à travers le monde est tout à fait remarquable. On sait à quel point le cinéma israélien est apprécié à l'étranger, la littérature israélienne depuis longtemps, la danse israélienne a également de bonne réputation à l'étranger. Donc malgré un budget minime, mais il faut le dire quand même qu'à propos du cinéma israélien, justement, ce qui a permis cet avènement du cinéma israélien et ce rayonnement du cinéma israélien à l'étranger, c'est aussi tout de même un soutien plus important, un soutien financier plus important de l'État à l'industrie cinématographique israélienne. Mais malgré tout, il y a un paradoxe. Une part infime du budget, on sait à quel point le budget de la défense emporte la grosse part du lot dans les répartitions budgétaires en Israël. Donc il reste peu grand-chose pour la culture de tradition, mais on a quand même une culture israélienne qui est vive, qui est riche et qui s'exporte. Alors, on va en parler après, voir qui finance tout ça. Il n'y a pas que le gouvernement. Je voudrais qu'on remonte avec vous deux un petit peu dans le temps et qu'on voit... Alors, on a choisi dans le Culture Mag 3 grandes figures, 3 premiers ministres importants de l'histoire d'Israël. On va commencer avec Ben Gurion, premier ministre, 1948, un État tout neuf, un État socialiste. Quels ont été les incidences sur la culture ? La question est ouverte à tous les deux. Bon, tout d'abord, il faut dire que Ben Gurion était très strict sur la culture, c'est-à-dire tout était très programmé. Il s'est vraiment battu contre tous les journaux qui étaient, disons, anti-sionistes. Il y avait un journal qui était de gauche, qui s'appelait Haolam Hazeh, un magazine de gauche. Il a créé un magazine qui devait être la réponse sioniste de ce magazine-là à l'époque. Il a fait tout pour qu'Israël reste culturellement dans les règles. Sinon, on passe à l'autre. Il y a un rendez-vous manqué, c'est Israël et les Beatles. Les Beatles ne se sont pas produits
en Israël à cause de l'opposition de David Ben Gurion. Et David Ben Gurion Parce également. qu'il trouvait que c'était... Les Beatles, c'est un peu la décadence et l'influence étrangère de la Grande-Bretagne, et en plus l'ancienne puissance occupante dans le pays. Donc non, ça ne pouvait pas marcher. Je voudrais maintenant qu'on passe à notre camarade Golda Meir, donc une autre figure première ministre, une femme, encore un parti de gauche. Elle a eu un rôle particulier. Est-ce que sous son air... Tout d'abord, il y avait un rôle qu'elle a joué dans l'avènement, la musique classique, tout ce qui était classique, théâtre, et la philharmonie israélienne, tout cela, elle a soutenu beaucoup. Elle venait dans toutes les... Voilà. Et d'ailleurs, dans les salles de concert et tout cela. D'autre part, elle était aussi, comme Ben Gurion avant elle, très, très stricte sur le point de opposition de gauche. C'est-à-dire, elle était vraiment contre le théâtre qui, à l'époque, le théâtre et la satire... Au début de la télé, elle était tout à fait contre, mais vraiment, elle s'est battue quand il y avait le grand scandale de Hanoch Levin avec cette pièce de théâtre, la Malkat Ha'ambatia, la reine de la salle de bain. Et elle s'est battue contre la censure. Et il y avait à l'époque la censure de l'art qui était tout à fait officiel à l'époque. Alors très rapidement, on va parler maintenant de Begin. À part avoir eu envie de convaincre Singer de venir en Israël, qu'est-ce qu'il a fait pour la culture ? Ce qui est intéressant avec Begin, et donc avec l'arrivée de la droite au pouvoir pour la première fois en Israël... Je rappelle les dates, 77-83, qu'on constitue un peu les époques. L'arrivée de Begin et de la droite au pouvoir a coïncidé avec une libéralisation de l'économie et peut-être aussi de la société israélienne, et donc aussi de la culture en Israël. Donc on avait, après l'arrivée de Begin, une société qui accordait davantage de place au pluralisme, y compris au pluralisme culturel. L'arrivée de Begin, c'est aussi l'avènement de ce que l'on appelait le second Israël, les Israéliens issus des vagues d'immigration du monde arabo-musulman, et ces gens-là ont amené avec eux une autre conception, peut-être un petit peu moins rigoureuse, un petit peu moins occidentale de la culture israélienne. Et Begin, indirectement, pas lui-même en tant que personne, mais ce qu'il représentait, et puis le changement de majorité politique, ont permis cet avènement d'une vie culturelle en Israël peut-être plus riche de ses différences. Alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, vous parliez du rayonnement du cinéma, mais par exemple les grandes institutions israéliennes, les Cameri, le musée de Tel Aviv, le musée d'Israël, Masada, qui a encore le centre de la danse, Suzanne Della, l'école de cinéma Sam Spiegel. Est-ce que ces grandes institutions qui font rayonner le pays à l'extérieur et puis aussi ici à l'intérieur, est-ce qu'ils sont liés, qui les paie, est-ce qu'ils sont liés au ministère de la Culture ? Oui, ok. Voilà, là, on voit la Cinémathèque de Tel Aviv, partiellement sont liés au ministère de la Culture, financé par le ministère de la Culture, d'ailleurs par l'État, sous d'autres moyens aussi. Il y a beaucoup d'appels de fonds privés, on fait toujours appel ici. Mais le système, c'est partiellement, le système américain est ici très fort du point de vue de financement qui vient du privé, du monde privé, c'est-à-dire de grands... Des donateurs. Des donateurs, c'est pas le gouvernement. Étrangers et qui soutiennent la vie culturelle en Israël. Est-ce que l'un de vous deux peut nous expliquer à nos auditeurs, qu'est-ce que la loterie nationale, l'équivalent français de la Française des Jeux, ça s'appelle Mifal Hapaït, et manifestement ça finance pas mal de choses. J'ai vu que ça finançait entre autres le musée d'art contemporain israélien-arabe de Sarnin, dans le nord du pays. Ça c'est paradoxal. Pour la vie culturelle dans les périphéries, dans le nord du pays, dans le sud du pays, effectivement, en secteur arabe, mais également dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui les villes de développement, des villes un petit peu pauvres et délaissées socialement, encore une fois dans les périphéries géographiques d'Israël. Oui, et aussi le grand prix, le Goncourt israélien, c'est le prix du Mifal Hapaït, le prix Sapir, qui est débattu sans cesse, puisque dernièrement, une nouvelle règle a été faite, comme quoi uniquement une personne qui vit en Israël peut recevoir le prix. C'est-à-dire, en gros, c'est la loterie. Il y a des écrivains israéliens de talent qui vivent à l'étranger. Oui, c'est comme si le loto finançait le Goncourt, en gros. Voilà. Oui. C'est très paradoxal. Alors, on va rentrer dans une petite dimension un peu plus politique. Le seul Israélien arabe à avoir occupé un poste de ministre en Israël a été pour le poste de la culture. Il s'appelle Galeb Madjaleh. Il avait été nommé par Ehud Olmert et il s'était signalé, entre autres, parce qu'il avait refusé de chanter l'hymne national. Une réaction à tous les deux, est-ce qu'il a eu un... Écoutez, c'est un peu comme Miri Regev. C'était peut-être pas la personne la mieux placée
placé pour occuper ces fonctions. Encore une fois, c'est ni André Balrog, ni même Jack Lang, Ghaleb Majadla. Mais il a été plutôt un bon ministre. Simplement, pourquoi il a été nommé à ce poste? Parce qu'il y avait un jeu de rapport de force en termes de politique qui faisait que le Parti travailliste avait droit à ce portefeuille ministériel et que Amir Peretz, qui était à l'époque le président de ce parti, eh bien, l'a accordé à Ghaleb Majadla. Évidemment, tout un symbole. Le premier arabe israélien à être ministre, eh bien, était responsable de la vie culturelle en Israël. Donc, le gouvernement de l'époque, le gouvernement Olmert, voulait montrer un signe d'ouverture à la minorité arabe israélienne, un signe de pluralisme, etc. Il n'a pas été un mauvais ministre, mais encore une fois, c'est pour des considérations politiciennes qu'il a été nommé avant. Il n'a pas laissé un grand souvenir. Mais j'ai l'impression qu'aucun des ministres de la culture d'Israël a laissé un grand. Est-ce qu'un ministre de la culture se doit de défendre aussi, bien évidemment, les intérêts israéliens, les intérêts juifs, et quid, vous, homme de gauche, des intérêts israéliens arabes, musulmans, chrétiens, des autres minorités? L'influence d'un ministre de la Culture est vraiment minimale. Et le fait de provoquer tout le temps, comme le fait maintenant Miri Regev, et comme l'a fait avant elle Limor Livnat, oui, sont les seuls moyens pour un ministre de la Culture de se faire entendre de gauche ou de droite. Et le fait est qu'ils ont eu beaucoup de succès. C'est-à-dire que Limor Livnat a eu beaucoup de subventions de l'État parce qu'elle a fait beaucoup de bruit qui n'a pas plu à la gauche. Mais tout de même, elle a eu elle a fait du bruit pendant la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza. Elle s'était vraiment agacée sur les réseaux sociaux contre les cinéastes. Mais d'autre part, elle a eu beaucoup de voilà, le financement était double parce qu'elle a fait parler d'elle. Et alors Miri Regev, là, cette semaine, elle a manifestement ôté les subventions à un spectacle parce que dans ce spectacle, on mentionnait B'Tselem, cette association de défense. Est-ce que c'est normal, finalement, de défendre des intérêts, je vais dire une patate, sionistes, lorsqu'on s'intéresse à la culture? Et la culture, on le sait, c'est de gauche. C'est la vision. Là, effectivement, il y a un décalage entre ces ministres, Limor Livnat et Miri Regev, et un milieu culturel en Israël dont la grande majorité des acteurs s'identifient à la gauche, voire à la gauche radicale en Israël. Ça, c'est pas nouveau. Et donc, il y a là un décalage. Maintenant, effectivement, c'est ce qui distingue peut-être les ministres Livnat, Regev, les ministres issus du Likoud, les ministres de la culture issus du Likoud, de leurs collègues travaillistes ou centristes, c'est que, eh bien, ils insistent sur le fait que l'État d'Israël n'a pas à financer les activités, les expressions culturelles qui vont à l'encontre des intérêts de l'État d'Israël ou de l'armée d'Israël. Maintenant, qui décide sur quels critères décider de ce qui va ou non à l'encontre des intérêts de l'État d'Israël? C'est là bien évidemment que porte le débat. En tout cas, de ce point de vue, Miri Regev va sur les traces de celle qui occupait ce poste avant elle, à savoir Limor Livnat. Je voudrais qu'on revienne au cinéma parce que vous en parliez en préambule. Vous disiez que le rayonnement d'Israël sur le cinéma était important. On se souvient que cet été, Limor Livnat avait enlevé également des subventions à des films qui étaient des films israéliens, en fait faits par des Israéliens arabes qui à l'étranger se disaient palestiniens. C'est logique. Oui, alors écoutez, encore une fois, c'est le même débat. Est-ce que l'État doit participer au financement d'œuvres qui sont considérées comme anti-israéliennes? Encore une fois, la question, qu'est-ce qu'est être anti-israélien? Ça, c'est vraiment un vaste... Alors vous, moi, je trouve que toutes ces questions-là sont les questions qui font que le débat, voilà, que les choses, on parle de la culture et donc que ça fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire, tous ces débats-là font beaucoup de bien et à la gauche et au cinéma et au théâtre et à toutes ces choses, voilà, que la gauche fait parce qu'on parle d'eux, parce qu'il y a cette opposition, il y a cette discussion et donc on sort de l'anonymat grâce à ces ministres de la culture qui sont, disons, hyper conservateurs. Quand vous dites anonymat, vous parlez de l'étranger, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire on commence à parler de ces cinéastes d'Israël et tout cela. Voilà. Alors c'est positif. Une autre façon aussi de beaucoup parler d'Israël à l'étranger, c'est en le boycottant. On les appelle au boycott les actions fortes du BDS. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait Miri Regev là, dans son cours depuis qu'elle est nommée pour justement défendre les intérêts de son pays? Parce que là, c'est presque... Elle a effectivement déclaré que ce serait une des priorités de son mandat, la lutte contre les initiatives de boycott anti-israélien, mais très probablement dans le domaine, on l'a vu dans le domaine économique, dans le domaine académique, dans le domaine politique et dans le domaine culturel. Mais c'est son rôle. On peut s'attendre à ce qu'il y ait une vague d'initiatives de boycott. Plusieurs artistes ne se sont pas produits en Israël. On sait à quel point Roger Waters, l'ancien Pink Floyd, exerce une pression terrible sur les artistes de rock et de pop qui décident de se produire en Israël. Donc la tâche de Miri Regev sera très difficile. Ah oui, là ça correspond tout à fait à mon sens
aux prérogatives d'un ministre de la Culture en Israël, essayer de lutter contre les initiatives de boycott. Est-ce qu'elle a les moyens de le faire, les moyens à la fois humains, financiers, je dirais même politiques? Là, c'est moins sûr. Il faut qu'elle se batte contre le boycott. Vous avez très peu de temps parce qu'on a bientôt fini. Il faut fini. pas, mais c'est l'enthousiasme d'un nouveau ministre qui commence. Et puis, tout va rentrer dans le normal, comme on va voir dans c'est dans le normal, mois. c'est-à-dire les artistes vont continuer à ne pas venir dans le pays et les privés vont continuer de financer. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Dror, d'avoir passé un peu de temps dans la culture. Merci, Benny Differ, d'être venu. On vous lit dans le RS, on vous voit sur i24 News. Et nous, on se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci. Merci beaucoup.